Parce que je te connais déjà depuis quelques mois, tu m'as permis et tu m'as ouvert les portes Oui. pour t'accompagner dans ta préparation mentale et dans ton coaching. Mhm. Et je te vois vraiment comme la future pépite du football marocain et je te souhaite d'y arriver, Inch'Allah. Actuel, j'en suis très fière. Et je me le rappelle souvent du parcours que j'ai eu, qui n'a pas été facile à certains moments. Et je suis fière de moi. Tu vois. Bah, je suis aussi fier de toi parce que tu as quand même 20 ans, mais tu as la tête sur les épaules. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Les choses dans la vie, elles seront jamais faciles. Et sans obstacle, en fait, finalement, la vie, elle est plane et elle est sans saveur. Bonjour Yasmine, comment ça va? Bonjour Hassan, au top et toi? Très bien, je suis content d'être ici à Séville, chez toi. Non, Mhm. c'est ton club depuis déjà 1 an et demi. C'est ça exactement. Voilà, et donc ravi de te recevoir ici dans le podcast. Donc, on sera aussi content d'avoir ce podcast avec le concept joueuse. Donc, c'est un concept de Selma Khaled qui interviewe des joueuses du football féminin pour mettre en avant le football féminin. Mhm. C'est un football qu'on apprécie énormément. Et aussi, je suis très content parce que je te connais déjà depuis quelques mois. Tu m'as permis et tu m'as ouvert les portes Oui. pour t'accompagner dans ta préparation mentale et dans ton coaching. Mhm. Et je perçois déjà vraiment pas mal de capacités de la Ligue pour réussir dans le futur. Et je te vois vraiment comme la future pépite du football marocain. Et je te souhaite d'y arriver, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, ce que je voudrais te demander, c'est qui est Yasmine Zouhir? Alors, Yasmine Zouhir, c'est. Bah, déjà, premièrement, c'est un peu difficile de se décrire nous-mêmes. Mais on va dire qu'Yasmine Zouhir, c'est une fille passionnée, bonne vivante, qui aime quelque part aussi sa solitude. Et qui, alhamdoulilah, aujourd'hui vit de sa passion et qui a réalisé une partie de son rêve. Parfait, c'est génial. Et du coup, donc tu es né en 2005, c'est ça? Exactement, ouais. Voilà, parle-moi un peu de comment c'était quand tu étais jeune. Tu viens d'une famille nombreuse. Exactement, ouais. Donc, je suis née en 2005. Ok. Donc, j'ai 20 ans à l'heure d'aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille nombreuse. Ça a été que, c'est encore à l'heure actuelle, du bonheur. C'est, c'est une chance. C'est une chance que j'ai d'avoir eu une grande famille. Et voilà. Donc, ils te remplissent en fait d'énergie dans les moments difficiles. Exactement. Et c'est surtout important dans le sens où il faut un bon entourage dans la vie. Ah, c'est sûr, ça c'est, on Très, très devient important. finalement les 5 personnes qui nous entourent le plus, dans le bon comme dans le mauvais. Exactement. Donc autant avoir une bonne équipe familiale autour de soi. Équipe Exactement. sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. C'est ça. Alors moi, la question que j'ai maintenant pour toi, c'est comment tu es tombé dans cette marmite du football? Parce que tu parles que la Ligue, tu as des capacités physiques qui sont assez intéressantes. Moi, je te vois bien comme une coureuse du 400 mètres. C'est vrai que l'athlétisme, ça aurait pu me plaire. C'est vrai. Et donc, comment tu as commencé à t'initier au football? Alors, bah, comme je pense un peu toutes les filles qui grandissent dans les quartiers, où le seul sport à l'époque qui était répandu réellement, c'était le football. Ok. J'ai commencé dans une sorte de petite association de quartier qui s'appelait Sport dans la ville. Donc, les entraînements, c'était tous les mercredis. Et donc, j'y allais. J'y suis allée une fois, deux fois, et puis j'ai enchaîné et j'ai adoré ça. Ensuite, j'ai été repérée, entre guillemets, parce que quand on est jeune, on ne peut pas trop dire ça, dans un club un peu plus grand qui, à l'époque, s'appelait Jeunesse Foot Sud et à l'heure Ok. actuelle, Saint United, où mon petit frère d'ailleurs évolue. Donc, comme quoi, les choses se font bien. Et voilà, j'ai connu là-bas mes premiers tournois, mon premier entraîneur, mes premiers coéquipiers, parce qu'à l'époque, je jouais avec les garçons, D'accord. jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Et voilà, c'est que des bons souvenirs. Alors là, ce que tu as souligné un point. Je sais que dans notre interview qui ont été faites dans le podcast Joueuse, il y a aussi ce moment, ce switch, où il y a pas mal de joueuses qui te disent au moment où j'ai arrêté de jouer avec les garçons et j'ai joué avec les filles, Ouais. c'était plus différent. Peut-être que le niveau était Ouais, bien différent. sûr. Ah, je vais répéter la même chose que beaucoup, mais avec les garçons, c'est beaucoup mieux. D'accord. Il y a plus d'intensité, plus de contact, plus de hargne. Ok. Je préfère. Enfin, cette époque-là avec les garçons, elle me manque aussi quelque part. D'accord. Ok. Après, moi, je suis quelqu'un qui est pour, du coup, je te dis, le football féminin que j'ai soutenu. J'ai été à la Coupe Mhm. du Monde, Nouvelle-Zélande et Australie en 2023 avec Ouais, l'équipe nationale. Et c'est un foot que j'aime bien et je serai toujours là à encourager le football féminin. Donc, que ça soit garçon ou fille, ça reste la passion pour le ballon rond. exactement. Et on apprend énormément de choses et de valeurs à travers ce sport. Voilà, C'est ça. Et c'est important, on a besoin de soutien. exact. On a besoin et de vrai soutien. Voilà, bah, c'est génial. Alors, la question que je voulais te poser, parce Mhm. que tu as cette capacité à courir vite, et donc je Ouais. t'ai parlé d'athlétisme, et que c'est un sport que tu aurais pu faire. Comment tu fais pour maîtriser le ballon tout en courant vite?
Sincèrement, c'est du travail. C'est à force de répéter cet exercice, entre guillemets. Parce qu'on va dire que je fais du foot depuis l'âge de 9 ans. Donc, à l'heure actuelle, ça fait 11 ans. Ok, Et en 11 ans, c'est comme apprendre à marcher, finalement. Avec le temps, ça devient naturel. Et ben, c'est naturel, au final. d'accord. Bon, bah écoute, tu as couru vite et tu as contrôlé le ballon dans plusieurs clubs. Déjà, tu n'as que 20 ans, mais c'est Ouais. vrai que là, tu as roulé ta bosse. Tu as fait le championnat français, tu as fait le championnat italien, tu as joué à l'AS Rome. Donc, tu étais à l'AS Saint-Étienne, à l'AS Rome en Italie. Et là, tu es actuellement au Betis Séville. Donc, Exactement. si tu peux me parler un peu de ton parcours un peu plus en détail dans chaque club. Oui, bien sûr. Donc, j'ai intégré l'AS Saint-Étienne à l'âge de 15 ans, D'accord? donc en quatrième. J'étais en sport-études, Ouais. donc on était beaucoup encadrés. Niveau scolaire et niveau foot, ça, c'était des tops quand on était jeune. Donc, j'ai fait 7 belles années à l'AS Saint-Étienne, D'accord? donc de U15 à U19 à peu près. Ok. Et à partir de U19, il y a quelque chose qui se passe dans beaucoup de clubs. C'est soit tu arrives à passer le cap pour intégrer, donc à l'époque c'était la D1, Ok. féminine de Saint-Étienne, soit la réserve, soit tu changes de club. Ok. Donc à partir de là, moi j'ai pris la décision de changer de club et de rêver plus loin et plus haut. Et c'est ce qui m'a permis de signer à l'AS Roma à mes 18 ans, D'accord. tout pile. 18 ans, je suis partie de chez papa-maman. Ouais. J'ai pris mon indépendance. Ça a été une année tremplin pour moi, je veux dire ça comme ça, dans le sens où ça m'a permis de encore plus grandir, d'avoir encore plus de responsabilités et de comprendre que les choses dans la vie, elles ne seront jamais faciles. Il y aura toujours des hauts et des bas et le plus important, c'est de rester forte face aux difficultés. Donc, j'ai fait 1 an là-bas, à l'AS Roma. Et sortie de l'AS Roma, j'ai signé mon premier contrat professionnel au Real Betis, ici en Espagne, en Liga féminine. D'accord. Donc, ça a été un honneur. Ça a été une concrétisation de tous les efforts que j'ai fait pendant mon parcours à l'AS Saint-Étienne et à l'AS Roma. Et à l'heure actuelle, j'en suis très fière. Et je me le rappelle souvent du parcours que j'ai eu, qui n'a pas été facile à certains moments. Et je suis fière de moi. Tu vois. Bah, je le suis aussi. Je suis aussi fier de toi parce que tu as quand même 20 ans, mais tu as la tête sur les épaules. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, tu parles aussi le fait d'avoir pris ton indépendance à 18 ans et de changer de pays. Raconte-moi un peu ce switch, du coup, de commencer, de prendre ses affaires et de partir à 18 ans en Italie. Tu maîtrisais peut-être pas la langue. Ouais, pas du tout même. En fait, je pense que j'étais limite inconsciente de ce que je faisais sur le moment. Tu D'accord. vois, de me dire que je me suis pas dit, je vais changer de pays, je connais pas la langue, je connais personne. Forcément, j'ai passé 7 ans à l'AS Saint-Étienne, je connaissais un peu tout le monde, j'avais mes petites habitudes, ma petite vie à Saint-Étienne, petite ville. Ici, j'arrive dans la capitale italienne, dans un gros club qui joue la Ligue des Champions. Euh, et sur le moment, je me suis pas dit tout ça. C'est avec le recul que j'ai pris conscience de tout ça. Et je pense que ça a été un mécanisme de protection aussi, quelque part. Tu vois. Ouais, Et totalement. exactement. Et ça m'a permis de me sentir bien, finalement, à l'aise, de... comme si, je sais pas, comme je te l'ai dit au début, comme si c'était inconsciemment ce que je faisais. Tu vois, en fait, j'avais juste ce focus-là de je vais réaliser mon rêve. Je vais réaliser mon rêve, je vais y arriver. Même si j'ai pas signé mon premier contrat professionnel à l'AS Roma, ça m'a pas mis un coup. Au contraire, ça m'a renforcé dans l'idée que ça faisait partie du processus. D'accord. Tu vois. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis parce que lorsque moi j'ai 16 heures de nage pour traverser entre l'Angleterre et la France, il y a aussi un côté inconscient des dangers auxquels je peux être confronté. Oui, je me prépare mentalement, que je vais avoir l'eau froide, que je peux avoir des piqûres de méduses, etc. Mais même si j'en suis, on va dire, conscient, je mets ça vraiment rapidement dans un coin de ma tête Ouais. où je me dis n'y pense pas et je me lance à l'eau sans vraiment analyser tous les difficultés qu'il pourrait y avoir. Que ce soit le requin en mer Rouge ou pas mal de choses qui me sont arrivées durant mes défis. Donc vraiment, je me reconnais beaucoup en toi. Mhm. Et aussi, comme tu dis, l'échec que tu peux avoir ou la réussite, comme tu dis, finalement, c'est une partie du processus. C'est soit on gagne, soit on apprend. On ne perd jamais. Exactement. Et ben, c'est extraordinaire que tu penses comme ça à 20 ans et je te souhaite de continuer sur cette lignée.
Est-ce que tu aurais quelqu'un ou une personne importante dans ta carrière qui t'a peut-être aidé à l'AS Saint-Étienne, quelqu'un à l'AS Roma, actuellement au Betis Séville? Ouais, bien sûr. Donc, je vais parler de deux entraîneurs qui m'ont beaucoup marqué. Donc, mon tout premier à Jeunesse Foot Sud, Ok, donc anciennement Saint United, qui, quand je suis arrivée la première fois, j'ai fait mon premier entraînement avec eux. Ça s'était super bien passé. Et il est venu voir ma mère et il lui a dit ta fille, c'est comme un diamant brut qu'il faut tailler. Et cette phrase-là, je m'en souviendrai toute ma vie et elle me suivra toute ma vie et elle fait partie de mon parcours. et son nom c'est Ali. 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 Ben, on remercie Ali pour ça parce que la puissance des mots est très importante. On ne soupçonne Ouais, pas, on va dire que un mot, c'est vraiment comme... il peut détruire, ça peut être comme une arme, vraiment un mot, comme ça peut motiver. Je recommande à nos téléspectateurs de lire les 4 accords Toltec. Ils verront bien que la parole doit être impeccable pour changer un destin. Dans ton cas, le mot d'Ali, ça t'a motivé pour exactement. le Oui, reste de parce ta que carrière. j'aurais pu arrêter. Ou dans le sens, je me disais, c'est dur avec les garçons. Ils sont durs, ils aiment pas quand une fille est plus forte qu'eux ou qu'elle leur mette un physique, tu vois, des choses comme ça. Et plusieurs fois, je me suis pas dit que j'allais arrêter, mais plusieurs fois, je me disais, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que... Et au final, cette phrase, en fait, je l'oublierai jamais. Tu vois, elle restera à jamais gravée dans ma mémoire. Magnifique. Ben, merci à Ali. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre auquel tu penses? Oui, donc Jean-Charles Cirilli, mon coach que j'ai eu pendant 2 ans, 2 ou 3 ans Ok, à l'AS Saint-Étienne. d'accord. Super coach, super coach. C'est avec ces 2 mots que je peux le décrire. Il a été dur hein, avec nous, Ouais, avec toute l'équipe, mais c'était pas pour rien. ok. Au final, c'est ce qui nous a endurcis Ouais, et c'est ce qui fait. Il a contribué à ma réussite aujourd'hui. magnifique. Je le sais. Ok. Quel serait du coup ton meilleur souvenir à l'AS Saint-Étienne, ton meilleur souvenir à Rome et ici au Betis? Alors, à l'AS Roma, ça a été bah, la première fois où je suis arrivée, la première fois où j'ai porté le maillot. D'accord. La première fois où j'ai porté le maillot de l'AS Roma. Et tu portais un maillot assez élevé dans le chiffre. Le nombre était élevé. J'avais le numéro 96. 96. Il n'y a pas de signification spéciale. On m'avait dit choisir entre 86 et je sais plus, 99. J'ai pris 96 parce que ça faisait bien sur le maillot. Ok. Au final, je regrette pas parce que c'est super beau. Mais pourquoi partir de 86? Je sais pas. Ok. Toujours pas de réponse. Et voilà, donc ça c'est pour l'AS Roma. Ensuite pour Saint-Étienne, qu'est-ce que j'ai de bons souvenirs à l'AS Saint-Étienne? Bah, le groupe, Ok. l'équipe qu'on avait. D'accord. C'était des filles avec lesquelles j'étais en classe. Ok. Donc que des bons souvenirs. On rigolait en classe. Sur le terrain, on était plus qu'une équipe. On était comme une famille. Ok. Et ça restera des bons souvenirs à l'AS Saint-Étienne. Et du coup, c'est important, avant de continuer sur le souvenir du Betis Séville, est-ce que c'est très important, du coup, la bonne entente et la bonne relation? Est-ce qu'on est obligé de bien s'entendre avec sa coéquipière pour performer sur le terrain? Ou on peut faire abstraction de nos peut-être différents en dehors du terrain et pouvoir s'entendre une fois qu'on est sur le terrain? Ouais, non, bien sûr, il faut faire abstraction de nos différends sur le terrain. Ok, Il faut savoir différencier le professionnel et le personnel. d'accord. À partir de là, les choses, elles iront que bien. Mais c'est un plus, du coup, de s'entendre parfaitement bien avec Ah, ses bien sûr. coéquipières. De toute façon, ça se voit sur le terrain. On se trouve facilement avec un petit signe, tu sais, où la joueuse, elle veut la balle, etc. D'accord. C'est un petit plus. Et ton souvenir du Betis Séville? Ouais, je sais que tu es encore en train de déjouer, tu vas encore avoir de beaux souvenirs, mais c'est Inch'Allah. quoi? C'est la première photo que j'ai faite avec mon maillot. En D'accord. gros, la signature de mon contrat professionnel. D'accord. La photo. Donc, du coup, que ce soit ton parcours en France et en Italie, c'était pas encore le contrat professionnel qui est Exactement. venu en fait ici en Espagne. Exactement, ouais, c'était encore de l'amateur. Bon, en fait, ce que je fais avec l'AS Roma, c'est que je m'entraînais avec les pros Ok. la semaine Ok, et le week-end, j'étais avec les U19, les d'accord. jeunes. C'est bien ça. Ouais, c'est top. Donc, tu t'entraînais avec des joueuses qui jouaient la Ligue des Champions. Exactement. Ok. Et la plupart, c'est des internationales italiennes. Ok. Donc, il y avait du niveau. Tu parles un peu italien? J'ai tout oublié, je te mens pas. Mais là, l'espagnol, j'ai vu que tu maîtrises, donc je Ouais, te ça félicite. va. Merci beaucoup. Alors, tu m'as parlé du 86. Oui. On- 96. 96. 96. 96, on parlera par la suite aussi de l'équipe nationale, parce que là, tu Mhm. m'as parlé des 3 clubs par lesquels tu es passé.
Tu as joué quand même 2 Coupes du Monde, une Coupe du Monde U17 Mhm. en Colombie, c'est ça? En Inde. En Inde, Et U20 en en Colombie. Colombie, exactement. Voilà, donc tu es passé par l'équipe nationale du 17 et U20, tu as même joué en équipe A, on en reparlera. Et donc tu as porté le 96, on voit là sur la table 9 de l'équipe nationale. Mais pourquoi le 18 qui revient souvent? Bah, c'est comme à l'AS Roma. Ok, Elle m'a envoyé une liste de numéros qui restaient et j'ai choisi le 18 parce que ça faisait bien sur le maillot. d'accord. C'est tout. Bon, parfait. Ben, moi, tu sais, j'ai une anecdote. Moi qui étais fan du football dans les années 90, quand je voyais, là tu parles du calcio italien, à l'Inter de Milan, il y avait un joueur chilien qui s'appelait Zamorano, Ivan Zamorano, qui avait joué au Real Madrid avant, et il jouait avec le numéro 9. Et l'Inter de Milan, à un certain moment, a acheté Ronaldo, Nazario, donc le Brésilien, Ouais. et il voulait le 9. Donc qu'est-ce qu'a fait Zamorano? Il leur a dit pas de souci, je lui donne le 9, mais je prends le 18 en rajoutant un plus entre le 1 et le 8. Donc il avait un 1 plus 8. Voilà. Donc pour les fans de football des années 90, je pense qu'ils se rappelleront de Il a été ingénieux quand même. Faut Voilà, le faire. Un c'est plus ça. 8. le Bam Bam Zamorano, ancienne gloire du Real Madrid et de l'Inter de Milan. Alors, ce que je voulais te poser comme question, c'est parler plus en détail de ton style de jeu. Moi, je vois que tu es une joueuse dynamique, qui va chercher les espaces, qui court. Définis-toi un peu sur comment tu joues. Déjà, à quel poste tu joues? Je joue attaquante, Ok, en pointe. Donc moi, j'ai un profil d'attaquante très différent des autres. d'accord. Dans le sens où je vais beaucoup vouloir chercher les espaces, Mhm. contrairement à d'autres attaquantes où elles vont venir chercher pied, en servant d'appui et faire des remises, etc. Ok, Moi, ça va être beaucoup la profondeur, les espaces. ok, Je suis une joueuse généreuse dans mes efforts, ok, généreuse sur mes pressings, sur mes retours défensifs. ok. Et c'est ce qui fait à l'heure actuelle que je me considère comme une attaquante avec un profil différent des autres en général. Ouais, c'est quelque chose que je constate. J'ai aussi vu que tu as une bonne intuition à chaque fois. Tu sais là où peut être envoyée la balle. Et on a assisté ensemble du coup au match du Betis féminin, vu que Oui. en ce moment tu pouvais pas jouer. Et j'ai vu que tu avais une bonne analyse aussi. C'est-à-dire que tu avais comme un radar qui Ouais. observait le terrain. C'est sympa. Donc tes qualités en tant que joueuse, ça serait Donc le dynamisme, ouais, les efforts, ok, le... je dirais la vision dans le sens où prendre le bon espace ok, entre quels défenseurs. c'est ça. Parce que sur une ligne de 4, Ok, tu as 3 espaces. T'as Ok. entre les deux défenseurs centrales, ouais, entre la latérale et une centrale, ok, et l'autre latérale et l'autre centrale. d'accord, Donc prendre les bons espaces au bon moment, surtout ne pas être hors jeu, ok, parce qu'après la ligne défensive, il n'y a plus personne. c'est ça. Et voilà, c'est tout ça. Ouais, tu as une bonne patte, c'est-à-dire que tu frappes bien de loin. J'ai vu que tu as marqué un super but Ouais, contre le Real de Madrid. contre le Real Madrid, ouais. Bah, en fait, dans ces moments-là, dans ma tête, il se passe rien. Ok, Je sais pas. Moi, je me suis dit, je vais prendre la balle, ouais, je vais avancer. ouais, Il y a personne qui me presse. J'ai vu la gardienne un tout petit peu avancer. ouais. Et je me suis dit, bah, je vais la tenter. Un lob de je sais pas combien de mètres. Ok. Et elle est rentrée en lucarne. Bah, c'est magnifique, ça. Je te parlais de cette intuition qui est bonne. C'est important de tirer. Tu le fais très bien. Et tu as marqué contre le Real Madrid et contre le Barça. Ouais, ça, c'était l'année dernière. Ok. Contre, on dirait que je choisis mes clubs, en fait, finalement, parce que je choisis les plus grosses têtes du championnat. Ouais. Mais ouais, non, franchement, c'était pas... Ok. C'était comme ça. Tu vois, donc tu es attaquante. D'après ce que tu me racontes et de ce que j'ai vu, Ouais. en plus, tu es bonne techniquement. Ça me rappelle un certain joueur qui jouait neuf au Real Madrid, non? Qui a joué à Lyon. Bon, toi, tu es plutôt stéphanoise. Oui, ouais. Et donc, ça reste un peu un footballeur qui t'a inspiré? Ouais, bien sûr, Karim Benzema, c'est un joueur qui inspire beaucoup de jeunes, D'accord, à l'heure actuelle et à l'époque aussi. d'accord. Parce que tu es dans la même. Voilà, il est dynamique aussi, il bouge, il revient chercher les ballons. Exactement. Ouais, il a un super bon profil, Karim Benzema. Il est complet un peu de partout. Et c'est ça qui est important, d'être un peu complet de partout. D'accord. Et un autre joueur peut-être qui t'a inspiré ou une joueuse? Joueuse, je dirais Louisa Nessib. Ok, Dans d'accord. mes débuts dans le foot féminin, D'accord. j'entendais parler d'elle, Ok, beaucoup, en équipe de France. ok. Et j'adorais comment elle jouait. J'adorais. Bah, Louisa Nessib, je sais qu'elle a été interviewée par Selma Khaled, dont je parlais du podcast Joueuse. Donc j'invite aux personnes qui souhaitent voir son interview aussi à pouvoir se connecter
au podcast Joueuse et regarder son interview. Et peut-être un autre joueur, je pense qu'il y a une référence pour pas mal de gens. Cristiano Ronaldo. C'est... Moi, je suis plus team Ronaldo pour tout le travail qu'il a fait tout au long de sa vie. La détermination, c'est fou. C'est fou. Et je pense pas qu'il y en aura deux comme ça. Bah, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis plus team Cristiano Ronaldo parce que moi, je suis quelqu'un qui est partisan toujours de l'effort, d'accord? Que ce soit Cristiano Ronaldo ou même dans le tennis, Rafael Nadal, là, on est en Espagne. Ouais. Pour moi, c'est des sportifs qui ont un fort mental. Rafael Nadal peut perdre peut-être 6 jeux à 0, 6 jeux à 0. Et le troisième set, il peut perdre même 5 jeux et remonter et gagner tout le match. C'est-à-dire gagner le troisième set et gagner le quatrième et gagner le cinquième parce qu'il est tout le temps dans l'instant présent. Il court derrière chaque ballon comme si c'était le dernier. Cristiano, c'est un peu pareil. Il y a cette anecdote de Mehdi Benatia qui racontait qu'après un match, ils étaient tous dans le bus en train de revenir au terrain quand ils étaient à la Juventus pour récupérer leur voiture et qu'ils reçoivent tous un WhatsApp dans le groupe de l'équipe et Cristiano leur demandait qui vient avec moi à la salle de sport. Oui, c'est pas étonnant. Il y en a eu tellement des anecdotes comme ça que... Ouais, c'est pour ça que vraiment, sincèrement, il n'y en aura pas deux comme ça dans le monde. En Personne fait, l'égalera. ce qui fait la différence du coup, c'est ce que tu fais quand les gens ne te regardent pas. Ouais. Et ça, c'est très important aussi d'en prendre conscience. On peut s'entraîner comme tout le monde. Dans ce même registre, il y a Kobe Bryant, le basketteur, qui disait, on paie à son âme, qui disait que en fait, lui, il se réveillait X heures avant les autres pour essayer de gagner du temps sur, on va dire, l'entraînement qu'il faisait à ce moment-là où pendant que tout le monde dormait, c'était là où lui, on va dire, devenait meilleur Ouais. et éviter que les autres le rattrapent en s'entraînant. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est le travail invisible. Et donc, ce mental, parce que ça, tu me parles de Cristiano Ronaldo, on parle de Kobe Bryant, on a parlé de Rafael Nadal. C'est des sportifs qui font preuve de beaucoup de mental. Donc, pour parler du mental, c'est aussi parler de résilience, de se relever quand on tombe. Moi, je dis souvent, moi qui ai pratiqué le judo, on ne juge pas un homme ou une femme au nombre de fois qu'il tombe, au nombre de fois qu'il se relève. Et ces difficultés-là, en fait, elles sont que là à nous forger. Exactement. Et à nous permettre de mieux réussir. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que, imagine-toi que je ne suis pas ton préparateur mental, je ne suis pas ton coach. Et je suis un journaliste, d'accord? Okay. Et je te pose la question, comment tu fais pour te préparer mentalement face aux difficultés? Face aux difficultés... Imagine-toi que je ne t'ai pas parlé de la respiration, ni de la visualisation. Ouais, peut-être revisualiser les actions d'entraînement durant la semaine, toutes ces choses-là. Bien manger, forcément, bien dormir, bien s'entraîner, ça c'est logique. D'accord. Bien récupérer. Ouais, ça fait partie complètement de l'entraînement, les gens ils oublient ça. Ouais, super important. Et oui, après avec le club, on fait des analyses d'avant-match, donc on connaît un peu les adversaires, on sait leurs points faibles, leurs points forts. Et voilà, c'est tout ça, on englobe tout ça. Comment tu gères la pression? Comment je gère la pression? J'essaye de la transformer en force. Dans le sens où, physiquement, je ressens que je stresse, puisque j'ai mon cœur qui bat vite, etc. Mais c'est important, parce qu'on ne peut pas dire j'ai pas peur ou je ne peux pas stresser. Ouais. Plus vite on accepte l'émotion, plus vite elle passera. Je te laisse finir du coup sur ce que tu voulais me dire. Et oui, j'essaie de le... Je sais pas trop comment expliquer, mais j'essaie de le transformer en force ou le fait que je stresse, je vais moins sentir mes jambes fatiguées. Je vais moins me sentir essoufflée. Et ce qui va me permettre de faire beaucoup plus d'efforts, d'être beaucoup plus concentrée dans ce que je fais. D'accord. Et actuellement, à l'entraînement, sur quoi tu travailles en ce moment à l'entraînement ? En ce moment, je travaille beaucoup l'aspect offensif après la séance collective avec tout le monde, où je prends quelques ballons, je prends une fille avec moi et une joueuse. Et on fait, je lui fais une passe, elle me fait une remise et je mets des frappes au but. Tu en fais combien ? Je ne pourrais pas dire. Jusqu'à que je sois satisfaite du nombre de buts que j'ai mis. Mais des fois, la satisfaction, elle n'arrive jamais. Tu sais, moi, je suis constamment en train de... J'ai traversé Gibraltar, je voulais plus. J'ai traversé la mer Rouge, je voulais plus. Ouais. Après avoir fait 15 km, 30 km, là, j'ai traversé la Manche, c'est 55 km. Et à chaque fois, j'en veux plus. Moi, je suis plus partisan. Tu sais, un but, par définition, quand tu l'atteins, il disparaît. Parce qu'un but, ça y est, on va franchir la ligne d'arrivée, il faut se fixer un nouveau objectif. Ce qui nous évite tout ça, c'est d'être dans l'instant présent et dans ce qu'on appelle la finalité.
les Grecs, ils faisaient la différence entre le skopos et le télos. Le télos, c'est la finalité. C'est quoi mon télos? C'est de courir plus vite que ce que je courais il y a une seconde et être plus performant que ce que j'étais il y a une seconde. Ouais. Et être, moi, quand je nage, je me dis, mettre ma main d'une façon et l'étirer d'une façon beaucoup plus détendue pour que je sois plus efficace, que je sois en flow et que j'ai un résultat optimal, mais parce que je suis dans l'instant présent continuel et je ne suis pas dans une espérance future. En fait, il ne faut pas que tu cherches la satisfaction parce que c'est difficile à obtenir une satisfaction. Tu es une sportif, où je pense qu'on est un peu similaire, où on est exigeant avec nous-mêmes. Et donc, en fait, on n'atteindra jamais la perfection. Ce qu'il faut être, c'est juste être dans l'excellence. Et quand on est dans l'excellence, on finit par avoir de bons résultats. Mais ne sois pas toujours en train de courir comme un hamster, tu vois, dans une roue, sur quelque chose qui va te satisfaire. Parce que je pense on est câblés d'une façon, toi et moi, qui fait qu'on cherche toujours à plus et plus et plus. Ouais, exactement. Et c'est ce qui fait la réussite des sportifs. Ouais. Voilà. Donc, on a parlé de ce que tu entraînes à l'entraînement actuellement. Mais c'est quoi le plus dur que tu fais à l'entraînement? Le plus dur que je fais à l'entraînement, peut-être de rester concentré quand on a des entraînements assez longs. D'accord. Quand on fait des séances de 1h45, 2h sur le terrain, entre les explications en espagnol. La première année, c'était un peu difficile parce que j'avais pas trop écouté à l'école, l'espagnol, sans mentir. Et cette année, ça va un peu mieux, ça va même beaucoup mieux. Mais ouais, c'est sûr qu'il faut rester concentré. C'est pas ma langue natale. Donc, c'est pas je vais entendre parler quelqu'un, je vais inconsciemment, tu vois, je comprends ce qu'il dit. Je comprends. Là, il va falloir me concentrer sur les mots, sur ce que le coach dit. Donc, ouais, c'est plus ça, on va dire. Bien rester focus. Après, c'est un plus, hein. Ça me permet d'être encore plus attentive et forcément de faire progresser mon espagnol. Et qu'est-ce que les gens ne voient pas dans le travail d'une joueuse? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Les sacrifices qu'elle fait, les efforts, les moments de doute, les moments où la joueuse elle est blessée et qu'elle se dit mentalement ça va pas. Ça va pas, c'est dur. Et ouais, c'est tous ces moments qu'une personne lambda ne peut pas avoir. Et comment tu gères ça du coup? Grâce bien sûr à ton entourage, tu en as parlé tout à l'heure, et le soutien familial que tu as, mais tu restes quand même, tu es à distance, tu es dans une autre ville. Et comment tu gères du coup ta gestion mentale? Avec ma petite routine, on va dire. Dans le sens où j'ai mes petites habitudes. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai, alhamdoulilah, mon appartement, ma voiture. Le club, je le connais. Les infrastructures, je les connais. Les filles, je les connais. Les coachs, je les connais. Et c'est tout ça qui me rassure, quelque part. C'est important, la routine te rassure. Exactement. Si on devait prendre une journée lambda, donc c'est quoi ta routine du coup chaque jour? Alors, réveil un peu tôt le matin, parce qu'on a les séances tous les matins. Qui commence par... en début de semaine, on a beaucoup de vidéos, puisqu'on fait des retours de matchs sur le week-end dernier. Ensuite, on va en salle de musculation, comme tous les matins, pour faire activation et un tout petit peu de muscu avant les entraînements. Ensuite, terrain. Et ensuite, on retourne en musculation. Donc là, pour soit travailler le haut du corps et le bas du corps. Le haut du corps et le bas du corps. Parfait. Et qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du football? Là, tu m'as parlé de ta routine d'entraînement. Tous les matins, tu as donc 2 fois muscu, vous visionnez les images et l'entraînement terrain. Mais c'est quoi ce que tu aimes faire en dehors du football? Moi, j'aime bien faire du sport en général. Aller courir dans de beaux parcs, dans de beaux endroits. Ça, j'aime bien. Encore une fois, on va parler encore de ma tranquillité. Tu vois, d'être bien... J'aime bien ma solitude. Tu vois. C'est bien ce que tu dis, solitude. Je t'interromps parce que moi, je suis quelqu'un qui est très partisan d'apprendre à s'écouter soi-même. J'en parle souvent dans mes livres aussi. On ne peut pas être bien si on ne sait pas qui on est. Il y a 2 questions fondamentales à laquelle on doit répondre. C'est qui es-tu et où est-ce que je veux aller? Tu sais, le connais-toi toi-même, ça revient depuis toujours. Sur le temple d'Apollon à Delphes, il y avait écrit « Connais-toi toi-même et tu découvriras l'univers et tu connaîtras les secrets de l'univers ». Tu sais, même dans notre dessin animé, il y a le roi lion
Et à un moment, il y a le père Mufasa qui apparaît dans les nuages et qui dit à son fils Tu m'as oublié. Et le fils Simba lui dit Non, papa, je t'ai pas oublié. Il lui dit Si, papa, tu m'as oublié lorsque tu as oublié qui tu étais. C'est toi le roi de la jungle, c'est à toi de revenir récupérer ta place. Ce n'est pas ton oncle Scar. Ouais. Et il disparaît, on va dire, dans le nuage en disant N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qui tu es. Et ça revient dans le film Matrix, Connais-toi toi-même, quand il rentre chez la voyante. Et ça revient toujours. Donc c'est très important de se connaître soi-même. Connaître ses forces et ses faiblesses. On en a parlé de l'analyse SWOT qu'il faut se faire à soi-même. Ouais. Et une fois qu'on sait qui on est, après il faut se dire vers où on veut aller. Donc le fait que tu aimes passer du temps en solitude avec toi-même, je pense que ça te permet de te connaître, de savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses, tu remets en question. Et je te félicite pour ça parce que très peu de gens arrivent à être seuls avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes, oui. Aimer leur solitude. À aimer leur solitude, parce qu'ils n'ont pas envie de se remettre en question. Ouais. Donc je pense aussi que ça, c'est aussi une clé de la réussite et de ta maturité. Elle vient aussi du fait que tu acceptes à être seul avec toi-même. D'accord. Alors, quels sont tes objectifs pour les prochaines années ? Alors, à long terme ou à court terme ? Commençons par le court terme. Par le court terme, donc j'arrive en fin de contrat au Real de Betis. Ok. Donc j'aimerais soit une prolongation de contrat ou alors, si je change de club, trouver un club qui me correspondrait. D'accord. Et du coup, ton rêve ultime ? Là, on a parlé du court terme, c'est quoi ton rêve ultime ? Dans le football ? Ouais. C'est en collectif ou individuel ? Oh, on peut parler des deux. Ok. Alors, en individuel, ce serait de signer dans les plus gros clubs qui existent dans différents championnats. Ok. Et collectif, je dirais gagner des trophées. Que ce soit avec des clubs ou, par exemple, avec l'équipe nationale, gagner une CAN, gagner une Coupe du Monde, ça serait incroyable. Parlons de l'équipe nationale, vu que tu as souligné le sujet, tu l'as lancé. Donc, tu as joué en U17, la première Coupe du Monde qu'a joué le Maroc, c'est ça ? Exactement. En Inde. Exactement. Et tu étais capitaine. C'est ça. Voilà. Parle-moi un peu de cette Coupe du Monde. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore du mal à trouver les bons mots pour la décrire, tellement elle a été incroyable pour moi. Je sortais d'une... en fait, j'ai intégré l'équipe nationale, il me semble, peut-être 4-5 mois avant. Ok. Et ces 4-5 mois avant, j'aurais jamais imaginé faire une Coupe du Monde plus tard. T'étais à Rome ou t'étais à Saint-Étienne ? J'étais encore à Saint-Étienne. Saint-Étienne, ok. J'étais encore à Saint-Étienne. Et c'était incroyable, la Coupe du Monde du 17. Okay. Pour moi, c'était la meilleure que j'ai faite. Ok. Dans le sens où l'équipe qu'on avait, on était réellement des filles qui jouaient pour ce logo, pour ce maillot, pour cette nation, pour tout un peuple. Et c'est que des bons souvenirs. On était une famille, on s'entendait toutes bien. C'était incroyable. Tu veux citer quelques noms comme ça de personnes qui ont joué ça me fait penser à Doha Madani, Lina Sanchez. D'accord. Toute l'équipe. C'était incroyable. Doha Madani, je pense qu'elle a été aussi meilleure joueuse la championnat d'Afrique féminin. Exactement. Futsal. Ouais. Qui s'est joué au Maroc il y a un an de ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Je sais qu'elle s'est blessée sur la finale. J'y étais avec mon fils où le Maroc perdait 2-0. C'était contre la Tanzanie, je crois. Il me semble. Tanzanie. Et à la fin, le Maroc gagne 3-2. Ouais, elle renverse tout. Ouais. Et elle avait été, je crois, meilleure buteuse de ce tournoi futsal. Là, elle joue bien avec les phares. Bravo à elle. Donc, sympa, du coup, l'équipe que vous aviez en U17. C'était incroyable, encore une fois. Je pense que ça a été ma meilleure année en équipe nationale. D'accord. Dans le sens où ce qu'on a vécu, parce qu'avant la Coupe du Monde, il y a eu toute la phase de qualification. Donc, match aller, match retour. Donc, le match aller, par exemple, dans un pays comme le Ghana, le Sénégal. Donc, ça nous faisait voyager, alors qu'on était encore mineurs et tu te dis pas que tu vas faire ça dans ta vie. Tu vas visiter tous ces pays parce que j'ai pratiquement fait toute l'Afrique. Tu vois, et je sais que j'ai cette chance-là aujourd'hui. Et les matchs retour, du coup, ils jouaient au Maroc, chez nous, à domicile. Donc, c'était super bien. Et c'est quoi les pays contre lesquels vous avez joué, du coup, en Coupe du Monde U17 ? Alors, U17, on a joué contre l'Inde. Ouais, vous avez gagné. On a gagné. Ouais. Le Brésil. Ça, c'était notre tout premier match. Ok. Et les États-Unis.
D'accord. aux États-Unis. Ok. Passons du coup à cette Coupe du Monde du vin. Ouais. Donc, qui a eu lieu combien de temps après? 2 ans et demi, je dirais, Ok. à peu près. Ok. Ouais. En Colombie. En Colombie, c'est ça. Ok. Donc, pareil, hein, les matchs de qualification, match aller, match retour. Ok. À cette période-là, c'était un peu plus compliqué parce que la plupart des joueuses, elles étaient sous contrat professionnel. Oui. Et il y avait des matchs de qualification qui se jouaient hors date FIFA. D'accord. Donc, c'était compliqué pour les clubs de libérer certaines joueuses. Ok. Bah, c'était comme moi, quoi. Quand j'étais à l'AS Roma, ils ne libéraient pas les joueuses hors date FIFA. Ok. Donc, il a fallu s'adapter, trouver d'autres joueuses. Ok. Et c'est ce qu'a bien fait la fédération, dans le sens où on a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde D'accord. et à passer les... Il me semble qu'il y avait 3 tours. Ok. 3 tours de Qualification. qualification, exactement. Ouais. Et du coup, tu viens de me parler de la Coupe du Monde U17, Ouais. U20. Mhm. Et tu as déjà été appelé par Léa. Donc, je Ouais. pense que c'était dès l'époque Pedros, avant d'aller en Coupe du Monde. Parce que moi, je me rappelle de toi, juste avant, vu que j'accompagnais l'équipe féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023, je me Mhm. rappelais de toi, du coup, dans le groupe, Ouais. avant de la sélection finale Ouais. pour la Coupe du Monde. Et tu avais joué un match avant en République tchèque. Exactement, ouais. En fait, c'était l'année où j'étais à l'AS Roma. Ok, J'ai fait toute l'année avec le groupe A. ok, Tous les stages FIFA, j'étais avec le groupe A. ok, Donc, ouais, j'ai concrétisé enfin, non, pas première titularisation, mais ma première entrée avec le groupe A contre la République tchèque, ouais. d'accord. Eh ben, super. Et comment c'était cette expérience? Parce que c'est quand même Léa, là. C'est stressant. Et encore une fois, à l'époque, j'avais cette insouciance, cette inconscience de me dire que, regarde ce que tu as fait. Ouais, J'avais quoi? J'avais 18 ans à l'époque. Ok. J'étais avec l'équipe A. ok, Et je me disais pas tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste que j'aimais le football, en fait. ouais. Que j'aimais ce que je faisais. Et j'avais pas toute la pression de me dire Oh, mais je suis avec le groupe A. Les filles, elles ont 10 ou 15 ans de plus que moi. Ok. Tu vois. Mhm. C'est parfait. Tu as joué quel numéro ce jour-là, du coup, en République tchèque? Si je te dis pas une bêtise, j'ai joué avec le 15. Hein. Le 15. Ouais. Le 15. Je crois que ce match, tu as remplacé, on l'a reçu, je pense, dans le podcast joueuse, Selma Amani. Mhm. C'est elle que tu as remplacée. Ouais. Ça va, j'invite encore les gens qui veulent voir son podcast, l'interview qu'a fait Selma Khaled à Selma Amani, dans Joueuse, à se connecter, et voir le lien en description. Ton rêve, ça serait du coup de participer à une Coupe du Monde avec le Maroc Ah, bien sûr. La concrétisation ultime, c'est d'avoir fait les Coupes du Monde U17, Ouais. U20 Ouais. et de faire celle avec la A. Ah, c'est sûr, moi je sais que tu vas y arriver parce que tu as un profil atypique. Moi, je suis beaucoup l'équipe nationale en ce moment. Et c'est vrai que ton profil, il n'y est pas en ce moment en équipe nationale C'est vrai. parce que tu as beaucoup de mouvements. Tu joues en pointe, mais tu peux aussi descendre un peu à droite, aller à gauche, aller chercher l'appel. Et je sais que tu vas y arriver. Donc, continue avec cette niaque que tu as parce que tu es motivé. Il faut. Tu mets toutes les chances de ton côté, là. Je vois que tu te prépares physiquement, tu te prépares mentalement. Bien sûr. Et donc, je sais que le jour où on t'appellera, tu répondras présent. Inch'Allah, merci beaucoup en tout cas. Alors, j'ai une question pour toi. La différence entre aimer le foot et vivre le foot? Ok. Un peu compliqué la question. Ouais. Alors, aimer le foot, c'est... moi, je le relierais à la passion. Ok. Dans le sens où on aime les émotions que ça procure. Ok. De gagner un match, de gagner une compétition, de voir son pays jouer, tout ça. Et vivre football, c'est un métier, Ok. d'abord. Ok. C'est faire des sacrifices, Ouais. faire des choix, dans le sens où on fait le sacrifice, par exemple, de changer de pays, de partir loin de chez soi, Ouais. de se lever tous les matins pour refaire la même chose, pour s'entraîner encore et encore, travailler dur, se blesser, se relever et grandir, gagner, jouer, toutes ces choses-là. Je t'inviterai aussi à prendre le temps d'écrire tes ressentis actuels parce que je pense qu'ils serviront beaucoup dans le futur à d'autres personnes. Si un jour tu matérialises ça dans des livres, je te recommande. Moi, j'en ai déjà écrit 3 et
Et c'était aussi l'objet de cette interview avec toi, c'est aussi pouvoir être source d'inspiration pour les jeunes de ton âge, pour leur expliquer aussi qu'avec de la volonté, de la motivation et cette façon aussi de réfléchir à long terme en réalisant des pas à court terme, finalement, on atteint notre but. Parce que c'est déjà très bien ton parcours et j'en suis fier, même Merci si c'est le beaucoup. tien. Et si tu n'étais pas footballeuse, qu'est-ce que tu aurais été? Je pense que j'aurais eu un métier lambda Ok. dans le management ou la gestion. Je me suis orientée dans ça Ok, en faisant un bac STMG. ok, Et oui, je pense que j'aurais eu une vie lambda dans le sens où je serais allée au travail tous les matins, comme un peu toutes les personnes dans le monde. ok. Et voilà. Quelle est ta préférence? Mhm. Je vais te poser des questions un peu comme ça au tac au tac. Entre un but ou une passe décisive? Un but. Un but. Un but. Je suis attaquante. T'es attaquante, ouais. Mais là, tu en as combien cette année, là? Là, pour l'instant, je suis à 6. 6 pas décisifs. Non, Si. 6 buts, 5 pas Ah décisifs. bah, c'est bien. Donc, du coup, Ça- c'est ça pour ça que se tu as un profil, Ouais, c'est ça. t'as un profil plutôt à la Karim Benzema, comme on a parlé. Et si je te disais, du coup, est-ce que tu préférerais gagner une Ligue des Champions Mhm. ou une Coupe du Monde? Ah, une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, Coupe du Monde avec mon pays. ouais. Ah, c'est sûr. Ça serait magnifique, ça. Et on sera là pour toi Inch'Allah. en 2031. Inch'Allah, j'espère. Parce qu'en 2027, du coup, ça sera la direction le Brésil. Ouais. Ah, c'était magique cette Coupe du Monde. Je fais la parenthèse, mais je suis obligé là. Mais cette Coupe du Monde où il y a eu cette première victoire contre la Corée du Ouais. Sud, un but 1-0, Petit Sem, Mhm. Zelaidi, Ouais. qui a marqué. Et ensuite, cette victoire contre la Colombie avec ce penalty que tire Rizlan Shibak et que marque ensuite Anissa Anissa, ouais. Hamari, que tu connais bien. Ouais, que je connais bien, ouais. Ouais. Ouais, ben, c'est connu en sélection quand j'avais 19 ans. 19 ans. D'accord. Donc ouais, ça fait un petit moment. Et voilà, une super personne. Ouais, je confirme et voilà, je souhaite à toute cette équipe nationale dont tu feras partie, Inch'Allah, de Inch'Allah. pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde en 2027 et performer, voilà, comme ils l'ont fait dans la Coupe du Monde antérieure. Inch'Allah. Et donc, du coup, tu choisirais quoi entre un dribble ou une frappe? Une frappe. Une frappe, Une frappe. Parce ok. que ça mène à une occasion de but. Une occasion de but. Je suis attaquante, il faut stater Ok, le but. donc si c'est pas la peine, je te pose la question, défendre ou attaquer? Attaquer. Ok. Tu veux me parler de ta superbe amie dans le monde du foot, Maïsen? Maïsen Bourine. Ouais. Ouais. Ben, on s'est connus pareil comme avec Anissa, comme avec beaucoup de copines à moi à l'heure actuelle en équipe nationale. Ok, On s'est connus, elle était déjà en U20, moi j'étais encore en U17. d'accord. On se connaissait un peu de vue, etc. Elle joue où ça? Elle joue au Wydad Casablanca. Et enfin, vous étiez connus où dans le... On s'est connus en sélection. En sélection. Parce qu'elle, elle était à l'Olympique Lyonnais. Ok, Et moi, je suis stéphanoise. exactement. Petite rivalité. Ouais, Mais non, on s'entend super bien. On s'est connus, on a joué la Coupe du Monde U20 ensemble. d'accord. Et c'est comme ça que notre amitié, elle a vu le jour. Et aujourd'hui, on se considère comme deux sœurs, en fait. Ouais, c'est génial ça. Ouais. Ouais, je sais, tu me parles souvent d'elle. Tu voudrais rajouter quelque chose peut-être avant de clôturer cette Ouais, interview? bien sûr. S'il y a des jeunes joueuses qui tombent sur cette vidéo, moi, je vous dirais sincèrement de rien lâcher, de croire en rêve jusqu'à la fin et de toujours persévérer malgré les obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie. Et sans obstacle, en fait, finalement, la vie, elle est plane et elle est sans saveur. Et je préfère avoir des limites, des obstacles, des difficultés à ma vie Ouais, pour pouvoir rebondir encore mieux. ouais, bah c'est ça, ouais. Je dis souvent, moi, mon premier livre, La force de l'échec, j'ai parlé de ça quand un échec, c'est un tremplin. Moi, Exactement. je voulais réussir dans le sport. Moi, j'avais ce rêve de réussir dans le sport. J'ai essayé le judo à 4 ans. Puis Mhm. moi, j'ai passé les tests au Real Madrid quand j'avais 12 ans. J'ai pas été pris. J'aurais voulu. C'est pour ça que j'ai cette passion pour le foot. Mais tu j'ai sais. l'impression que tu as eu, je sais pas, 50 vies. Ah bah, écoute, je me conserve bien. C'est l'eau glacée qui me conserve. Mais j'ai déjà 38 ans. Et du coup, j'ai fait du rugby aussi. Bah, tu sais que j'ai Ouais. joué à un championnat d'Espagne
Ici, dans le stade de la Cartuja que tu m'as Que je t'ai montré. montré, parce qu'actuellement, le Betis Séville masculin, Ouais, c'est ça, exactement. il joue ses matchs. Ouais, l'autre, il est en rénovation, du coup, ils sont. Voilà, j'avais joué un match là-bas. J'ai pas reconnu le terrain parce qu'il y avait une piste d'athlétisme juste autour. Mhm. Et puis après, j'ai repris la natation parce que déjà, à l'époque, j'en parle dans mon premier livre, Michel Calatrava, c'était un kiné de la Fédération française de natation qui m'a redonné la mobilité de mon épaule comme si j'étais un nageur, parce que c'était Simon Dufour, un médaille de bronze au championnat du monde à Barcelone, qui m'avait aiguillé vers Michel. Et je te dis, je ne crois pas aux coïncidences. Et lui m'avait en fait aiguillé vers ce kiné qui m'a redonné la mobilité d'épaule comme si j'étais un nageur. Et donc, je reprends la natation pour récupérer la mobilité de mon épaule à 99%, grâce au travail du kiné. Et c'est là où je reprends goût à la natation, chose que je faisais aussi durant ma jeunesse. Et c'est là où j'ai fait cette analyse SWOT de moi-même en me disant, je ne suis pas le plus fort ni le plus rapide des nageurs, mais ce qui fait ma différence, c'est ma force mentale. Tu vois, moi, je peux nager alors qu'il y a des requins qui me tournent autour quand j'ai traversé la mer Rouge entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Moi, je peux nager dans de l'eau glacée, dans de l'eau à -1 degré, parce que l'eau salée, j'ai la -2. Et donc, ces échecs-là m'ont permis de réussir mon parcours, de devenir le plus jeune nageur au monde à rallier les continents, d'avoir ce Guinness record et ce parcours sportif que j'ai obtenu dans la natation de eau libre. Ça rejoint donc ce que tu dis sur le message que tu transmets aux jeunes. En tout cas, t'es un exemple pour moi, dans le sens où tu as toujours persévéré et pour tout ce que tu as accompli. Sincèrement, de tout ce qu'on voit au niveau palmarès, tout ça, tout ce que les personnes extérieures, elles voient de toi. Et moi, je commence à te connaître un peu plus dans ta mentalité, dans tout ça. Et c'est pour ça que je suis contente à l'heure d'aujourd'hui d'être accompagnée par toi. Je te remercie beaucoup, Yasmine, pour tes mots. Sache en fait que moi aussi, je me reconnais en toi. C'est pour ça aussi que je suis là. Si je n'avais pas vu que du potentiel en toi, je n'allais pas donner tout ce temps-là, tu vois, cette énergie. Mais c'est quelque chose qui, moi, me drive beaucoup. Je suis beaucoup plus motivé à accompagner donc, des sportifs à réussir leurs défis plutôt que réussir d'autres défis, moi. Parce que on va dire que ma carrière sportive est plus derrière moi, quoique je suis quelqu'un qui n'aime pas vivre du passé. Et je dois toujours faire des choses nouvelles pour pouvoir me renouveler et ne pas radoter des choses qui se sont passées il y a 10 ans. Et ça, c'est important. Mais ce que je voulais te dire aussi, c'est que ta réussite à toi, ça me motive pour pouvoir continuer à écrire pas mal de choses que j'ai écrites dans mes livres. Et je voulais t'offrir mon dernier livre, qui est Le pouvoir du froid. D'accord ? Donc, Le pouvoir du froid, c'est le livre qui parle de ce lâcher-prise important, cette force mentale que l'on doit avoir dans des moments concrets. Par exemple, moi, si je rentre dans l'eau glacée et que si tu veux, je suis stressé et que mon corps a peur, finalement, le froid va me mordre comme un serpent et je vais avoir très mal. Or, si je suis relâché, c'est pour ça qu'on fait des exercices de respiration, on va permettre aux nerfs parasympathiques de ne pas penser au danger. Et quand on fait les choses de façon relâchée, on a pas mal. Et c'est des petites choses que j'ai écrites dans ce livre, tous mes défis sportifs, ce que je ressens, ce qui passe par ma tête. Mais aussi, il y a une analyse scientifique qui a été faite sur le bienfait du froid. Molécule qui a été démontrée, c'est la BDNF, qui démontre que tout ce qui est connexion entre les synapses, elle se développe. Donc tout ce qui est dégénérescence cérébrale, Alzheimer, Parkinson, ça les retarde et ça les évite. Mais je parle surtout aussi de l'amélioration de l'aspect psychique. Tu vois, la dépression qui est guérie grâce au froid. Et c'est ce que je t'invite à lire. Voilà, je te l'offre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ok. Et moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Je vais t'offrir mon maillot du Maroc. Magnifique. Donc, de la Coupe du Monde U20. Il me tient à cœur. Je te remercie. Je sais que c'est pas facile de... Et franchement, pour une personne comme toi, sincèrement, ça me fait plaisir de te l'offrir. D'accord. Je te remercie. C'est celui-là ? Exactement, c'est le rouge. Avec grand plaisir. Je te laisse... Tiens, comme le... c'est un honneur de le recevoir de ta part. Donc avec le patch, hein ? Exactement. Il est ici. FIFA, U20 Women World Cup, Colombie 2024. Celui-là, je l'encadrerai. Avec grand plaisir. Et je laisserai une place, du coup, pour le numéro 9 de 2027 ou 2031. Ouais, Inch'Allah. La Coupe du Monde. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Je montre ça, du coup, à nos téléspectateurs. C'est le numéro 9 de Yasmine.
Et je te souhaite plein de réussite dans ta carrière Merci et beaucoup. je serai là pour t'accompagner. Merci À très beaucoup à vite. toi. Merci beaucoup.